pour la première fois, vous avez pu voter avec nous pour les trophées NBA. Donc, on a appelé ça les trophées First Team, très modestement. Vous avez pu voter pendant plus d'une semaine sur nos réseaux sociaux pour connaître vos joueurs, préférés, j'allais dire, les joueurs que vous pensez être les meilleurs sur chaque trophée individuel. Ça tombe bien parce qu'en plus la NBA aujourd'hui a décidé de lancer les finalistes pour ces vrais trophées. Donc on va pouvoir aussi voir les différences ici ou là. J'ai envie, Erwan, de commencer tout de suite par le meilleur des trophées. On commence par le MVP. Allez. Pas la tête. Qui est le MVP chez First Team? Vous avez voté. Plus de 3000 personnes d'ailleurs. 3200 personnes ont voté plus précisément. On va voir ensemble qui est l'heureux élu de cette saison 2023-2024. Et c'est Luka Doncic. Luka Doncic, à 36%, a été nommé, a été élu, juste devant Nikola Jokic, et c'est 32%. Sache, Erwan, qu'en troisième position, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, bah écoute, ça m'a surpris un petit peu. Alors, Luka fait une saison quand même incroyable individuellement, meilleur scoreur de la Ligue. Maintenant, il y a le bilan. Et puis, quand je vois Shai qui est premier à l'Ouest, qui est à la tête de la plus jeune équipe de l'histoire à finir premier d'une conférence, quand je vois Nikola Jokic, qui est quand même le champion en titre, et qui fait une saison avec des énormes triples-doubles et qui est dans un contrôle incroyable. Bon, écoute, voilà, on sait que Luka a beaucoup de crédit auprès des fans. Voilà encore la preuve. Mais bon, je n'aurais pas voté pour Luka. Je l'aurais mis troisième. T'avais voté... Ah oui, t'avais Moi, voté... c'est Jokic, Shai et Luka. Les stats de Luka, je vous les donne quand même cette année. 33,9 points, 9,8 passes, 9,2 rebonds. Oui, il est très très fort, mais on ne l'apprend pas aujourd'hui. 48% au tir, 38% à 3 points. Il a été fantastique. Ce qui est bien avec les trois finalistes d'ailleurs de la NBA, parce que ce sont les trois finalistes, c'est qu'il y aura peut-être deux déçus, mais il y a trois méritants sans aucun doute. Comme souvent. On voit que ça se joue à rien. 36% pour Luka, 33%, 32% pour Jokic, 27% pour Shai. En fait, ça se joue à pas grand-chose. Moi aussi, j'ai voté pour Shai. Toi, Jokic, moi j'ai voté pour Shai. Le fait qu'il finisse premier, la plus jeune équipe, blablabla, je suis allé là-dessus. Mais en tout cas, vous avez décidé que Luka Doncic était le meilleur joueur de cette saison, le MVP. Écoute, on verra si la NBA décide aussi que Luka est le grand gagnant de tout ça. Alors vas-y, on enchaîne tout de suite avec un deuxième trophée. Le deuxième trophée, c'est le défenseur de l'année. Tu sais qu'il y a deux Français qui sont en liste. Oui. Et que le troisième, c'est Bam Adebayo. On va voir si vous aussi, vous êtes d'accord avec... Ils n'ont pas mis Anthony Davis. Anthony Davis. On en parle juste après, mais je suis très curieux, Erwan, d'avoir ton avis et surtout d'avoir les votes de la communauté. C'est Rudy Gobert, assez largement, 61%. Victor Wembanyama, 35%. Anthony Davis est troisième, seulement avec 2%. En même temps, ils ont tout trusté. C'est un débat qui est archi intéressant. C'est un débat qui prouve que c'est incroyable. On aurait dit que c'est vrai. Incroyable, tu m'as régalé. Pardon. C'est un débat c'est un débat qui est passionnant. C'est un débat qui est passionnant, qui est aussi nouveau. On n'avait jamais débattu d'un rookie qui a un bilan de fond de la Ligue, de savoir s'il méritait d'être meilleur défenseur de la Ligue. C'est la première fois avec Victor qu'on voit ça. Et en plus, il est en concurrence avec un autre Français. Et depuis, quand il est sur le terrain, la stat, quand il n'est pas sur le terrain, ça prouve bien que quelque part, c'est peut-être le mec qui a le plus d'impact défensif de la Ligue. Maintenant, est-ce que ça doit en faire de lui un meilleur défenseur? Certainement. Mais je crois qu'il y a peut-être un respect des anciens. Et un respect aussi des résultats collectifs. Ça marche pour les Minnesota Timberwolves qui sont la meilleure défense de la Ligue. Et puis c'est peut-être un petit peu comme un enfant prodige, comme un enfant gâté par la nature de ne pas tout lui donner tout de suite. J'ai envie de me dire ça. Donc c'est bien que Rudy l'ait. Par contre, qu'il le mette bien dans un coin de son... Sur le quatrième, on rappelle. Le quatrième, c'est énorme. Bah oui, qu'il le mette bien dans son armoire, parce que je ne suis pas sûr qu'il en ait d'autres beaucoup. Tant la domination défensive de Victor Wembanyama va durer des années. Tu sais, aujourd'hui, ça tombe bien, on rend nos First Team Awards, mais il y a aussi The Athletic, un grand média américain que vous connaissez sûrement, qui a donné... Athletic. J'ai dit quoi? The Athletic. Ah, quand c'est un A, on dit Z. C'est une des pires phrases que j'ai jamais entendues, mais je vais quand même faire comme si je l'avais pas entendu. Je suis mort. Non, mais pour le coup, ils ont fait voter 136 joueurs NBA, 136 joueurs NBA, The Athletic, et qui ont voté anonymement. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses qui sont sorties. Il y avait la question qui est le meilleur défenseur de NBA, c'est Victor qui a été élu. Donc, les joueurs
ont conscience de l'impact de Victor. Et moi, je te rejoins complètement. Je pense que Rudy l'aura. J'ai voté pour Rudy. On en a déjà débattu ensemble. Rudy est un formidable défenseur. Il est le leader de la meilleure défense de NBA. Honnêtement, c'est logique qu'il le soit. Maintenant, il y a un autre aspect que j'aimerais mettre en avant, et ça marche aussi pour Anthony Davis, c'est que malheureusement, tu es peut-être le meilleur défenseur de toute la NBA, mais tu peux pas être la meilleure défense si ton équipe n'est pas une bonne équipe défensive. On l'a dit beaucoup pour les Spurs cette année. À un moment donné, si toi et moi, on est avec Rudy Gobert ou avec Victor Wembanyama, ils seront largement meilleurs défenseurs de NBA, mais par contre, on n'aura sûrement pas la meilleure défense de toute la NBA. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Tu récompenses quand même un mec. C'est pas le titre collectif, là. C'est pas qui est la meilleure défense de NBA. C'est qui est le meilleur défenseur de toute la NBA. Donc plus ça va, et au plus je vois les stats avancer, les stats bruts aussi, on rappelle que Victor est meilleur contreur de toute la NBA. Je pense que si il lui donne le trophée, je serais pas choqué. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça y est, je l'ai fait dans ma tête il y a un mois, je disais pas ça. Non, mais ça montre bien que c'est un mutant, que c'est extraordinaire ce qu'il réalise défensivement cette saison. Il fait quand même fuir des mecs. Il y a des mecs qui vont au lay-up, on est en NBA. Moi, d'habitude, tu vois ça en Benjamin, quand il y a un mec qui fait 1m85, qui est plus grand que les autres, et que tu as un petit qui fait 1m45, eh ben, il va pas au lay-up parce qu'il a peur de se faire contrer. Victor Wembanyama, il a ramené ces situations qui sont un peu mignonnes, voire ubuesques par moments sur les bords de terrain de basket. Il a ramené ça en NBA. Il y a des mecs en NBA qui font 1m90, qui ont la tête au cercle, qui se disent « Oula, il y a Victor Wembanyama, ben, je vais dribbler et je vais plus aller au cercle. » Je n'ai jamais vu ça de ma vie en NBA, même avec Manu de Bol ou qui que ce soit. Victor, il a réussi en 6 mois à ce qu'il y ait des mecs sur du 1 contre 1 pur en allant, je vais pas le jouer, je préfère shooter à 3 points, je préfère shooter à mi-distance. Mais et même là, il peut te contrer. Et on l'avait déjà vu, ça l'année dernière, avec les Mets 92, tous les meneurs qui drivaient, qui disaient ben là je vais pas sur le cercle, je rajoute, je passe dessous, je vais rajouter une passe pour trouver un tir externe. Donc rien que par sa présence, de toute façon, Victor change une défense. Mais ça, moi, la première fois où il est rentré avec Nanterre, moi, je l'ai vu, j'étais au Mets 92, c'était à l'époque du Covid, il n'y avait personne dans la salle, c'est l'équipe qui retransmettait le match. Je me suis assis, on était avec Steph, il est rentré, il avait 15 ans et demi, 16 ans, il est rentré dans un match donc, de pro. Mon gars, il est rentré, et pourtant, en face, il y avait des ricains de 28 ans, tout ça, enfin, des pros, quoi. Même effet. Il a tout changé. Il a mis un pied sur le terrain, ça a tout changé chez les adversaires de comment on tire, les tirs qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va provoquer. Donc, il a déjà ça en lui. Puis en plus, il a un sens du contre incroyable. Il tient les duels. C'est un défenseur de pick and roll fantastique. Aujourd'hui, oui, je peux entendre qu'on me dise non, mais c'est lui le meilleur défenseur. Maintenant, pour moi, ça me gêne. J'aime trop le basket pour qu'on donne le titre de meilleur défenseur de l'année à un mec qui a une des pires défenses. Collective. Par rapport à l'histoire de Bam Adebayo, donc, qui sera finaliste de ce trophée par rapport à la NBA, nous, on a vu que la communauté avait mis Anthony Davis. Est-ce que ça te gêne qu'Anthony Davis soit pas le troisième? Oui, quand même. Mais la NBA n'est pas à ses premières fautes de goût autour du trophée de meilleur défenseur de l'année. On sait que l'année où Marc Gasol l'a et que LeBron lui passe sous le nez, c'est quand même vilain. Il n'est pas All Defensive First Team. Ouais. Il n'est pas dans la première équipe. Ouais, alors, c'est pas le même vote aussi. Oui, d'accord. On rappelle que c'est les journalistes qui votent, et ils votent à la fois pour le meilleur défenseur et à côté pour les défenses. Bref, enfin, je l'explique. C'était une énorme faute de goût. Anthony Davis, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais c'est l'un des meilleurs défenseurs. Quand je dis l'un, c'est donc le top 3. J'aime beaucoup Bam Adebayo, mais l'impact défensif pour moi d'Anthony Davis est supérieur à celui de Bam Adebayo. Voilà. Donc non, je trouve que c'est une faute de goût. Et alors, il a fait une déclaration disant que la Ligue ne l'aimait pas. Oh, c'est un peu abusé. Il est top 75 et tout, c'est une superstar, il est All-Star, tranquille. Ça me paraît un peu compliqué, mais en même temps, tu as raison. Le fait qu'il l'ait mis dans le top 75, alors que pour le coup, là, je me pose des questions de qu'est-ce qu'il fout dans un top 75. Mais par contre, là, ne pas le mettre aujourd'hui comme parmi les 3 meilleurs défenseurs de la Ligue, ça me surprend aussi. On en revient aussi au truc collectif. Miami est la 5e défense au rating cette année. Les Lakers sont 16e. Parfois, il gagne un trophée. Il gagne un trophée cette année quand même, où il est énorme défensivement aussi. Bah ouais, moi aussi, j'étais étonné. Ils mettent un in-season tournament, la NBA, et c'est un truc qu'ils ont créé. C'est les Lakers qui le gagnent. Anthony Davis, il est extraordinaire sur le Final Four. Alors, il met 40, mais défensivement, ce qu'il fait, c'est fantastique. Bon, va peut-être falloir, dans la manière de penser, même si ça arrive tôt dans l'année, tu le disais peut-être un peu trop tôt, mais ça reste un accomplissement important. Clairement. Y a-t-il un débat sur le coach de l'année? Non. Tu dis qui, toi? Je dis Marc Daigneault. Marc Daigneault, on va voir ce que vous avez choisi, vous, en votant. Qui est donc le défenseur de l'année cette année? 53% des votes vont à Marc Daigneault. Joe Mazzulla est 2e avec 19% et Chris Finch est 3e avec 17%. Honnêtement, je pense que ça va être un plébiscite. Que des jeunes coachs. Que des jeunes coachs. Des mecs qu'on connaît depuis 4-5 ans et max. des projets jeunes. Ouais, j'aime bien ce truc-là, tu vois.
Franchement, c'est un coach qui fait kiffer. On le voit grandir de temps. On le connaissait pas du tout. Moi, je dois le dire. Quand il est arrivé. D'ailleurs, je pense que c'est au bout de la première année qu'on a commencé à connaître son prénom et son nom de famille, un peu français, un petit peu comme ça. Ça va être un plébiscite, premier de la conférence Ouest, etc. Deuxième plus jeune équipe de NBA, et ils sont là. Et puis un style de jeu. Et puis merci. Voilà. Non. Puis j'aime bien son flegme. C'est une nouvelle génération. C'est un mec qui a l'air, qui crie moins, qui est moins, tu vois, qui fait moins de bruit sur la touche. J'ai l'impression qu'il est sûr de ses forces. Et puis moi, il y a un truc qui m'intéresse surtout chez les coachs, c'est comment les joueurs réagissent, comment les joueurs suivent. Voilà, j'ai l'impression que les joueurs sont complètement avec lui et que dans les vestiaires, ce qu'il doit dire, ça doit être écouté et suivi. Et j'aime bien ce qu'il dégage, son flegme un petit peu. Il dégage beaucoup de sérénité et de certitude. Sache que donc le troisième chez nous, c'était Chris Finch, qui est dans les finalistes aussi de la NBA. Pour la NBA, c'est Jamal Mosley qui est troisième, le coach d'Orlando, bien sûr. Ouais, mais si Orlando avait... C'est ce que tu me disais. Hein, alors si Orlando, à un moment donné, Orlando pouvait finir peut-être deuxième, troisième, j'aurais mis à ce moment-là Jamal Mosley dans ce top 3. C'est pas le cas. Ils n'ont pas eu l'avantage du terrain. Tu vois, ça change aussi les choses. Bon, la concurrence est rude, hein, mais en tout cas, Jamal Mosley, là aussi encore un jeune coach avec un projet jeune, donc c'est cool. Il y a un vrai renouveau de coach. Il était temps. Il fallait un vrai renouvellement de génération chez les coachs NBA. Chez First Team, il y a Joe Mazzulla. Il n'y a pas Joe Mazzulla, hein, qui de loin la meilleure équipe cette saison, les Celtics, mais côté NBA, il va finir quatrième, quoi. Au mieux quatrième. Mérite, hein, notre ami quand même. Hein. Ouais, mais je veux dire, il est pas dans le top 3. Moi, quand je vois ça, je me dis toujours, et ça marche aussi un peu avec le championnat de France. On en parlait hier avec Stephen, ou pour ceux qui suivent le championnat, qui pouvaient suivre, et ben ils avaient, on parlait de Thomas Isalo, coach du Paris Basketball, qui pète complètement le plafond de l'équipe et qui sera un concurrent évident à Sacha Obradovic, mais qui a complètement dominé la saison avec un effectif différent et tout. Donc, tu vois, c'est toujours difficile. J'aime bien voir où vont les votes entre l'équipe ultra dominante, mais qui a dominé la saison, qui est largement devant les autres, et l'équipe qui est un peu surprise, qui finit deuxième ou première là, de conférence Ouest. Si Obradovic, avec tout ce qu'il fait en France, il a jamais le titre de coach de l'année, à un moment donné, ça va poser problème quand même. Tu te souviens quand c'était Ancelotti qui l'avait pas eu? Ouais. C'était qui d'ailleurs qui l'avait gagné? Tout le monde était choqué. Je sais plus du tout d'ailleurs. Alors que c'est l'année du titre, je sais plus, vous nous dire dans le chat, mais récompensons les mecs qui gagnent, qui sont au top, etc. Parce que sinon, après, tu passes pour un con. Les mecs sont là pendant 5 ans, ils ont jamais été coach de l'année. Ça fout un petit peu la haine. On enchaîne donc, Marc Desnieux, il n'y avait pas trop de doute. Rookie de l'année, bon, regardons ensemble quand même. Je vais voir s'il y a pas, c'est pas un rookie unanime. Ça m'intéresse. Est-ce que Victor est rookie unanime? Non. 98,8% des choix. Chet Holmgren, sûrement des fans du Thunder, ont donné 0,9%. Et Jaime Raquez a pris une voix. Il a 0,1. C'est normal. Bon, Victor, plébiscite. Tu penses qu'il sera unanime par la NBA? Oh bah je pense, il faut là. Attends, là pour le coup. Il suffit qu'un mec ne le fasse pas. Hein. Oui, non, mais après, on peut s'attendre à tout. Mais honnêtement, la Victor, ce qu'il fait, je suis désolé. Quoi. Moi, il est hors norme. C'est potentiellement le rookie, top 3 rookie de l'histoire, quoi. Donc quand je dis top 3, parce que je veux pas créer de polémique. Clairement. Alors on avance. S'il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Le MIP, tu avais mis qui pour le MIP? Ron, tu t'en souviens? Kobe White. T'avais dit Kobe White. Je crois que j'avais dit Kobe White aussi. Sache que les finalistes de l'NBA, il y avait Alperen Sengun qui va pas apparaître là parce qu'il est blessé, donc il est un peu sorti de la tête. Mais il est finaliste chez la NBA. Regardons ensemble pour qui vous avez voté pour le MIP 2023-2024. Ça part tout de suite. C'est Tyrese Maxey, assez largement, 63% des voix. Jalen Williams est deuxième. Et Kobe White, donc, est troisième. J'avais aussi voté comme toi. Ouais, bon, après Tyrese Maxey, pour moi, les MIP... Quand ils ont des statuts de stars, je sais pas ce qui me saute le plus, tu vois. Il est passé de titulaire avant un match à All-Star, gros All-Star. Ça marche, hein, Tyrese Maxey, ça marche, mais pour moi, je vois des joueurs un peu plus seconde zone. Oui, qui partent de un peu plus bas. Pour moi, Maxey aujourd'hui, tu l'as dit, c'est un All-Star, c'est un mec qui met 25 points, qui a les tickets shoot, qui a le temps de jeu pour. Donc, mais c'est très bien, Maxey, bravo. Puis c'est que le début pour lui. Ah, c'est que le début. Je vous rappelle quand même que sur les dernières années, c'est une tendance, hein, les mecs qui deviennent All-Star, parce que les derniers, c'est Lauri Markkanen, Ja Morant, Julius Randle, Brandon Ingram, Pascal Siakam, Victor Oladipo, Giannis. Il n'y a que CJ McCollum. Avant, c'est Butler, Dragic, Paul George. C'est des mecs qui, à un moment donné, enclenchent le passe de haut niveau, en fait, star, tout simplement, et deviennent All-Star. C'est juste une tendance. Nous, on a plus grandi avec des mecs qui n'avaient pas de temps de jeu, qui galèrent un peu à NBA, qui explosaient à un moment donné dans les stats. Boris, Bobby Simmons, on en parle souvent entre nous, des mecs qui surprennent un petit peu tout le monde. Tu vois, j'ai du Ryan Anderson, Aaron Brooks. Baisse en gamme quand même. Hein. No offense, Aaron. Bon, en tout cas, ouais, moi j'ai mis Kobe White pour ce qu'on s'est dit. Après, souvent les gens disent que le problème de Kobe White, c'est qu'il a commencé fort, mine de rien, sa carrière NBA. Il était à 14 points par match. Ouais, il a un trou. Il a eu un trou, et puis là, c'est devenu un joueur
Magnifique, magnifique. Bon, on verra s'ils arrivent à prendre un match. Eh ben non, ils sont éliminés. Tant pis. Ils sont éliminés. C'était une blague pour Pollux. On enchaîne tout de suite avec le 6e homme de l'année. Et vous aviez raison, les gars. J'ai l'impression qu'en début de saison, vous aviez annoncé un mec. Est-ce que c'est Malik Monk qui est élu? Oui, 42% des voix, Erwan. Ouais, c'est bien qu'il soit récompensé. C'est un registre qu'il maîtrise maintenant. Assez tôt dans sa carrière, il a été 6e homme quasiment tout le temps. Et j'aime bien. Alors, ça me fait bien chier qu'il ait été blessé. Les Kings sont fait sortir en play-in. Et va y avoir des réflexions à avoir cet été. Mais en tout cas, son absence, des fois, tu sais, en étant absent, tu gagnes des points comme Andrew l'année dernière à la Coupe du Monde. Et on a vu que l'absence de Malik Monk chez les Kings était très, très, très préjudiciable. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup, qu'on a eu la chance de voir en vrai mettre un magnifique carton chez les Clippers. Donc voilà, un mec, pas le plus grand défenseur du monde, mais plutôt intelligent malgré tout dans le placement. Puis un pétard ambulant en attaque, capable de dynamiter plein de choses. J'aime bien son duo avec De'Aaron Fox. Donc non, bravo à lui, tant mieux. Mais bon, c'est que les first team pour l'instant, c'est pas l'NBA. Ça c'est clair. Ouais. Erwan et Paul, en début de saison, vous aviez tous les deux dit que Malik Monk était votre favori chez Wina. Je m'en souviens très bien. Donc bravo les gars, vous avez été très bons. Sachant qu'il est arrivé, oui, il le sera je pense. Hein. Ouais, il mérite quoi. Franchement, parce que t'as vu les deuxièmes, hein, c'est Naz Reid. Donc Naz Reid qui est deuxième chez nous. Et le troisième, c'est qui déjà? Tu peux me le remettre, s'il te plaît, Pollux. Chimardavo a perdu un peu de... Et Bobby Portis est troisième chez nous. Chimardavo Junior était mon favori mi-saison. Il a perdu sur les derniers mois, c'était compliqué. Alors que Malik Monk a vraiment explosé dans la deuxième partie, donc sans doute. Mais Naz Reid, hein, tu vois, Naz Reid qui est clairement titulaire de la NBA, mais qui pour l'instant a fait le choix de prolonger aux Wolves. On verra combien de temps ça dure dans ce rôle. On avait quand même eu beaucoup de questions. On se disait, mais pourquoi ils ont signé Rudy alors qu'ils ont lui? C'est pas le même profil, mais bon, écoute. Ils ont gagné leur premier match de playoff. Encore faut-il passer maintenant. Ok, pour le 6e homme de l'année. Je voulais qu'on regarde ensemble le NBA First Team. Donc pour le coup, on a appelé quand même First Team par cet adage-là. C'est vrai. Ben oui, clairement. Et on va regarder vos votes surtout. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune surprise. Nikola Jokic, 95%. Luka Doncic, 92%. Shai Gilgeous-Alexander, 90%, c'est normal. Jason Tatum est à 67% et Giannis à 63%. Souvent, on se pose la question de Jalen Brunson qui pourrait entrer là-dedans. Il est border. Bon, il est border, mais quand je vois les 5 mecs devant, il n'y a pas de scandale, quoi. Il n'y a aucun scandale. Plébiscite pour les 3 MVP à 90% ou plus. Et Tatum, franchement, Tatum, tu vois, c'est la première fois qu'on parle de lui alors qu'il est le meilleur joueur de la meilleure équipe cette année. Ouais, All NBA First Team, c'est le minimum. Je rappelle aussi que c'est la première année où il n'y a plus de poste. Tu sais, ils ont arrêté parce que Joel Embiid était toujours deuxième équipe alors que deuxième MVP le mec. Ouais, donc maintenant, tu peux mettre 5 ailiers, 5 pivots, 5 meneurs. Bon, là, pour le coup, il est vachement équilibré. Belle équipe de basket. Belle équipe de basket. Voilà pour qui vous avez choisi. Il nous reste 3 trucs à regarder. Le joueur le plus kiffant cette saison. T'as mis qui, toi? Tu sais? Je sais plus. Qui est ton joueur le plus kiffant là avant? Peut-être que là, que t'as le plus kiffé voir jouer cette saison. Cette année, le plus kiffant, je crois que j'ai mis Jalen Brunson, moi, c'est possible, parce qu'il m'a vraiment fait kiffer. Hein. Normal, hein. Les 60 à Phoenix, les cartons à 40, le Garden, tout ça et tout. Je pense qu'il y a moins que j'ai mis Brunson, il y a moins que j'ai pu mettre Brunson. J'ai mis Victor ou Brunson. J'ai hésité longtemps entre les deux, je sais plus. Eh ben écoute, on va voir ce que vous avez mis. Moi, je sais qui j'ai mis. Il est grand, il est français, sans aucun doute. 50% des voix vont à Victor Wembanyama. Anthony Edwards est deuxième, 18%. Et Shai est troisième. Bon, après, de toute façon, il faut qu'on vous avoue un truc. Victor Wembanyama a un impact directement sur nos vies. Émotionnellement, parce qu'on regarde les matchs, il y a toujours un truc. Mais aussi sur l'audience. On s'est rendu compte dès les premiers instants. Ça a commencé l'année dernière. Dès qu'on parle de Victor, il y a, je sais pas, 30 à 40% d'audience en plus. Donc, c'est que ça vous intéresse autant qu'à nous. On a regardé pratiquement tous ces matchs le plus souvent en direct. Et ça va continuer la saison prochaine. Ça va continuer cet été, hein, déjà. On va commencer par ça. Mais il y a un impact Victor exceptionnel. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il soit premier. Je pense que si on fait le sondage aux États-Unis, il y aura la même chose. Possible, mais de toute façon, il a conquis. C'est aussi ça la grande info cette année avec Victor, c'est qu'il a conquis les Américains. On voit que les Américains avec Rudy ont du mal avec lui, sont un peu, passent leur vie à le tailler. On a encore vu ce sondage dans The Athletic là où c'est le joueur le plus surcoté soi-disant de la ligue, et c'est les joueurs qui votent. Mais Victor, pour le coup, a fait l'inverse. Il a vraiment déjà conquis le marché américain. C'est assez incroyable. Dites-nous dans le chat pour qui vous avez voté et pour qui vous pourriez voter maintenant. C'est quand même intéressant de voir. Je vois du Kyrie Irving, tu vois. Bon, je vois des mecs un peu plus underground. On nous parle de Podziemski, des petits mecs comme ça. Bah, je pense qu'ils régalent. C'est son joueur le plus kiffant. Voilà. Mais ouais, de toute façon, c'est personnel. Bah, bien sûr. Personnel. T'as le droit de kiffer Podziemski autant que tu veux. Hein. Y a pas bravo. Pas toi, hein, je pense de lui. Ah. Parce qu'en numéro 1, le joueur le plus kiffant, faut être chaud quand même. Faut que ce soit au moins ton frère, le mec. Bon, du Jalen Brunson, du Banchero, du Jalen Williams, du Steph Curry, hein, malgré tout, qui est encore là. Toujours.
Bah ouais, qu'est-ce que fait voir un peu? Bon, ouais, écoute, bon, vous êtes tous Pas, plutôt pas d'accord. d'Andrew Wiggins, surprenant. Bah écoute, peut-être qu'il sera là. Qui a été le joueur le plus décevant cette saison? Alors, Bon, peut-être il y en a Andrew un. Il y en Wiggins. a un qui est évident, bien sûr, mais Andrew Wiggins est top tier. Top tier, ouais, surtout quand j'ai vu la déclat de Steph Curry encore qui dit que je ne veux pas faire le daron avec lui, mais il faut quand même toujours le pousser pour lui dire qu'il fasse de son mieux et tout. Donc c'est exactement tout ce qu'on lui reproche depuis qu'il est aux Warriors. Donc moi, Andrew Wiggins, c'est une nouvelle fois une déception. Ouais. On nous parle de Ben Simmons qui revient. On l'a oublié, Benjamin. On l'a vu jouer. On l'a vu s'entraîner aussi à Paris. Ben Simmons, il est en train de complètement rater sa carrière à son grand dame. Quelle catastrophe pour Benjamin. Voilà, vache, enfin. Too bad, Ben. Too bad, Ben. Ouais, bon, son compte en banque est bien rempli, tout ce qui compte. On regarde pour qui vous avez voté sur le joueur le plus décevant. J'ai ma petite idée quand même. Eh oui, Jordan Erwan. Jordan Poole avec 49%. Michael Bridges arrive deuxième. Et Bradley Beal troisième. Ils sont à 13%. C'était très serré ensuite. J'aime bien. Alors, bon, Jordan Poole, je ne vais pas revenir dessus. Bon, tu peux m'en dire un mot. Non, en fait, voilà, on lui a donné aussi des responsabilités. On lui a donné un terrain pour dire, ben vas-y, fais-nous grandir. C'est pas rien, hein. Bon, là, on a vu ce qu'il a fait. Il n'a pas du tout l'étoffe d'être un numéro 1, ni d'être un numéro 2. Il a l'étoffe surtout d'être dans l'ombre de grands joueurs comme il a eu la chance d'être avec Steph Curry et de profiter parce qu'il a certes un talent, mais un talent qui est uniquement centré sur lui-même, sur sa personne, sur ses stats. Et voilà, il défend pas une cacahuète. Voilà, donc moi, je crains même il est le joueur le moins kiffant de l'année, mais c'est que le début aussi pour Tonton. Je pense que le pire est à venir. Ah, tu penses pas que la deuxième partie, il s'est un peu remis à comment, l'endroit? comment, qui, quand, comment, avec quoi? Qui va le laisser? En fait, c'est là où il a été complètement bête, notre ami, c'est qu'il s'est pas rendu compte de la chance qu'il avait d'être aux Warriors. Il a cru que lui, c'était la chance qui donnait de la chance aux Warriors d'être là. Ben non, en fait, ils avaient tout à gagner, hein, en gardant les Warriors en gardant Jordan Poole et Jordan Poole en restant. Donc, ça aurait pu être du gagnant-gagnant, c'est du perdant-perdant. Moi, c'est de loin ma plus grande déception. Vous savez tout ce que j'ai pu dire l'année dernière. J'ai dit que il avait le talent pour être à plus de 25 points par match. J'ai dit que c'était un gars un peu hors norme. Techniquement, je le vois faire des trucs que personne d'autre sait faire. Pas équipé là-haut. Le problème du basket, c'est que tu peux être le meilleur techniquement. Il faut que tu tout suives. Hein. Il faut pouvoir enchaîner les matchs. C'est pas le cas même pour les meilleurs joueurs comme Joel Embiid. Il faut être capable d'enchaîner les matchs, d'être régulier. Et c'est pas le cas pour beaucoup d'autres mecs qui ont beaucoup de talent. Jordan Poole, il lui manque beaucoup de choses. Il est pas vieux. Je pense qu'il faut pas faire une croix sur lui. Il y a d'autres projets, d'autres trucs. Mais à l'heure actuelle, au Wizards, il va jamais performer, le gars. T'as raison, il a pas ce qu'il faut pour être un max player d'une équipe qui veut essayer de gagner des matchs. Tant pis pour lui, hein, j'ai envie de te dire. Et tant pis pour les techs qu'on a parfois. Draymond Green MVP aussi. Moi, il était très très haut. J'avais mis Draymond Green. On peut en discuter. On parle trop de Draymond Green pour autre chose que le merveilleux basketteur qu'il est. Et en soi, c'est très décevant. Mais exactement. Ça, je le dirais moi, pas. Tu sais l'estime que j'ai eue pour ce garçon depuis la fac, comment je t'en parle, comment il m'a régalé, comment j'adore son jeu atypique, comment il sent son cul du basket. Là, dans le comportement, il m'a fatigué cette année. L'autre qui revient souvent, c'est Scoot Anderson. Alors il est jeune, on va pas lui jeter la pierre, mais on dit pas est-ce que c'est un match cramé, mais très surprenant. Il passe une première avec ce qu'il a fait avant. Ouais. Il jouait déjà dans le circuit pro, 2 ans en G-League, il très a curieux. dominé. Je vais l'attendre beaucoup l'année prochaine. Il va falloir qu'il bosse. Il a eu des problèmes aux yeux, il a eu plein de. Ça c'est très. Il a un coach. Un jour on parlera. Hein. Grand coach égale grand joueur égale grand coach. Mais bon, c'est un qui jouait meneur jusqu'à preuve du contraire. John C. Billups. Terrible. Je vois pas de connexion. Ouais. Non, c'est clair. Scott Anderson, bien sûr, terrible. Je regarde si vous avez mis d'autres noms hein, comme ça avant de passer à la suite. Klay Thompson est beaucoup ressorti, hein, bien sûr, pour d'autres raisons, mais c'est normal qu'il y soit. Oui. Je regarde un petit peu. On nous parle de DeAndre Ayton. Et puis, beaucoup nous parlent aussi des Français. On nous parle d'Evan Fournier qui a joué des minutes et ça, on est content. On nous parle aussi de Kylian Hayes, de Théo Malédon. On nous parle de tous nos petits jeunes, de Franck Ntilikina. Ouais, c'est vrai, il y a des déceptions aussi pour nos Frenchies. 3 Français qui ont commencé la saison dans une franchise et qui ont fini sans club. Incroyable. Bon, bref. Voilà, on nous parle de Spencer Dinwiddie. Bon, on descend un petit peu en gamme. Tout de suite, on s'en fout un petit peu. La dernière chose sur laquelle on attendait tous les votants, c'était sur le kiff provoqué par cette saison. Alors, on a mis une note sur 10. Dis-moi, toi, ta note et essaie de me l'expliquer un petit peu, ça m'intéresse. Moi, je mets 8. Hein. Je mets 8 parce que j'ai adoré la course à l'ouest. Cette conférence ouest qui a été incroyable, d'une homogénéité fantastique. J'ai aimé la domination des Celtics aussi. J'aime bien quand une équipe marque son territoire comme elle l'a fait. J'ai adoré forcément la saison des Knicks.
Normal, ça participe à ton bonheur, hein, ton équipe qui taffe. Exactement. La saison de Victor, exceptionnelle, où tu te dis, ah ouais, d'accord, ça y est, on est parti pour 15 ans, ça va être fantastique. On associe à ça Bilal. Donc, les Français jeunes qu'on découvrait en NBA nous ont régalé aussi. Puis, il y a eu les lots de drama. Ça fait partie aussi d'une saison NBA, avec les Bucks, notamment, là, le retour de Doc Rivers. Voilà, tout ça, ça a été... Non, j'ai passé une très bonne saison régulière. Je te rejoins complètement et je vois dans le chat, hein, on est plutôt autour des 7, 8, 9. Mine de rien, la NBA avec le In-Season Tournament a comblé le trou du début de l'hiver, qui est terrible. Pour tous les joueurs de basket, tous ceux qui jouent au basket, vous savez que c'est dur d'aller à l'entraînement quand il commence à faire nuit à des 17-18 heures, là, enfin 18 heures, je trouve sympa, des 16-17 heures. Et ben ça, on a toujours eu un petit peu ce sentiment sur la NBA, c'est qu'une fois qu'on a l'excitation du mois d'octobre ou début novembre, on attend vite Noël, et puis tout est long, etc. Là, on a quand même ce truc. En plus, les Lakers sont gagnés, donc moi j'étais content, mais on a eu du bon basket avec un peu d'intensité, donc c'était plutôt cool, en espérant que les maillots et les terrains vont changer. Donc déjà, en soi, on s'est moins ennuyé. Entre nous, quand on choisit des sujets, il y a des moments qui sont vraiment difficiles. Et la fin de la saison régulière est difficile. Le play-in est clairement une réussite pour ça. On a toujours cette petite excitation de fin de saison. Donc moi aussi, je mets très très haut. Et puis des individualités, des stats hors normes, les 70 points, les trucs comme ça marque les gens. Et puis l'effet Victor, je pense aussi que l'effet Victor, il permet même à des gens hors basket de s'y intéresser. Donc moi, je mets un gros 8. Et c'est d'ailleurs la note que vous avez mis. Et on a eu 60% des gens qui ont mis 8 sur 10. Ah bah voilà. Donc on est à 8,4. Si je compte comme ça 3200, ouais, c'est bon, on est à 8,4. Donc c'est une très bonne saison régulière. Voilà pour les First Team Awards. Ça a été très cool de vous lire parce qu'il y a eu pas mal de commentaires aussi et de voir un petit peu vos backgrounds basket. On a demandé aussi est-ce que vous avez joué au basket, est-ce que vous avez été licencié. Donc c'est cool d'avoir quelques infos comme ça pour en savoir un petit peu plus. Pour les vendre à Mark Zuckerberg. Ouais, je te jure, pour la campagne, bien sûr, qui arrive des européennes. Tu sais. Donc, merci à tous, hein, 3200 votants, c'est cool. On le refera l'année prochaine. Je pense qu'on le fera surtout pour les JO, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous attendre en cette... Ah oui, l'arbitrage bizarre. Je lance pas Iron là-dessus. Mais voilà, on refera un petit point comme ça sur avant les JO ou après les JO. Et puis voilà, merci à tous d'avoir voté. C'était vraiment passionnant de pouvoir lire tous vos avis, d'avoir des feedbacks aussi précis que ça. Donc, merci encore.